Bonjour et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes sur le tapis rouge du 59e festival de télévision de Monte-Carlo pour ouvrir cette édition. Sans plus tarder, les titres de votre sommaire. Aperçu du premier bilan économique et social de l'année 2019 de l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques. Découverte de la programmation estivale de la direction des affaires culturelles. Focus sur un documentaire australien sur la préservation des océans au grand public, Blue. Retour sur l'Assemblée générale annuelle de l'Association des résidences royales européennes qui vient de se tenir en principauté. Et puis nous refermerons cette édition avec notre invité du week-end qui sera bien sûr Laurent Pionce, l'organisateur du festival de télévision qui s'apprête à ouvrir ses portes au Grimaldi Forum. L'INSEE, l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques, vient de publier un premier bilan économique et social de l'année 2019. Les chiffres portent sur le premier trimestre. Si le chiffre d'affaires de la principauté est en baisse, celui du secteur de l'emploi, vous allez le voir, reste très performant. Détail de ces chiffres avec Dominique Poulain. Sophie Vincent, directeur de l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques depuis fin janvier, évoque les études menées sur des sujets majeurs pour Monaco. Et un premier constat, par rapport au premier trimestre 2018, l'année 2019 démarre plutôt doucement. On est sur 3 mois de l'année finalement, donc on ne peut pas vraiment en tirer de conclusion. Par contre, effectivement, quand on compare au premier trimestre de l'année 2018, qui est notre base de comparaison, on constate qu'on est un petit peu en dessous des résultats sur certains indicateurs économiques. Toutefois, 2018 avait été une excellente année, et notamment le premier trimestre. Donc c'est pour ça que voilà, on a le sentiment que cette année démarre moins vite que l'année 2018, mais on reste prudent sur le commentaire parce que finalement on n'analyse que 3 mois de l'année dans ce bulletin. Dans le détail, le chiffre d'affaires hors activité financière et d'assurance est en recul de 7,2% par rapport au premier trimestre 2018. Il retrouve son niveau du premier semestre 2017. Seuls 2 secteurs progressent, l'hébergement et la restauration, ainsi que le transport et l'entreposage. Avec un peu plus de 55 000 emplois et plus de 6 000 employeurs, l'emploi salarié du secteur privé connaît une hausse de 3,1%, soit 1 600 emplois supplémentaires ce premier trimestre et 116 employeurs en plus. Ce sont les activités scientifiques et techniques, les services administratifs et de soutien qui connaissent la plus forte progression. L'emploi est toujours une de nos grandes dynamiques. En principauté, on a un marché de l'emploi très dynamique avec des entreprises effectivement qui continuent de recruter et un volume d'emploi, comme on l'a vu, qui est vraiment très important. Mais l'idée, nous, c'est quand même de rester assez neutre dans notre analyse aussi. L'INSEE n'est pas là pour faire de la communication. On analyse vraiment secteur par secteur. S'il y a une corrélation entre 2 indicateurs, on va la noter, mais on ne fait pas de l'emphase en fait. Le commerce extérieur, autrement dit les échanges de biens, dépasse les 780 millions d'euros. Une augmentation de 5,1% grâce à une hausse du montant des ventes. Les exportations ont fortement augmenté avec les États-Unis pour les œuvres d'art et avec le Royaume-Uni pour la joaillerie et la bijouterie. Quant à l'hôtellerie, le nombre de nuitées est en légère baisse. En revanche, le nombre de chambres occupées et la durée moyenne de séjour sont relativement stables. La direction des affaires culturelles vient de lever le voile sur sa programmation estivale 2019. Le 14e festival d'orgue, tout d'abord, se tiendra et c'est une nouveauté sur 2 longs week-ends. Nous écoutons le directeur des affaires culturelles, Jean-Charles Cureau. L'idée, c'est de concentrer le festival, donc du jeudi au dimanche, pour garder les horaires du dimanche et ajouter des horaires en soirée et en semaine, et de permettre au festival de se déployer de 2 façons dans l'espace, puisqu'il va solliciter la totalité des orgues de la principauté, des esthétiques d'orgues de la principauté, et également dans son fond, puisque l'orgue ne va plus être le seul instrument mis à contribution, mais le pilier du festival, autour duquel nous allons entendre des formations musicales, des acteurs, nous verrons des films, il y aura des performances, etc.
Et puis cela fait partie des spectacles que propose chaque année la direction des affaires culturelles. La saison du théâtre du Fort-Antoine débutera le 2 juillet et se tiendra jusqu'au 6 août. Son programmateur Joe Bullitt nous explique dans quel état d'esprit il a construit cette programmation. Les textes qu'on a la chance d'avoir, des textes présents d'auteurs vivants, contemporains, nous interpellent parce que c'est des gens de notre société du XXIe siècle. Donc ils vont nous interpeller parce qu'ils nous parlent. Ils nous parlent avec ce langage de maintenant. Donc évidemment, il y a certaines pièces qui vont sûrement nous remuer, nous secouer, aller dans nos émotions. Mais l'émotion au théâtre n'est pas simplement que le rire. On est chargé d'émotions, on est chargé du rire, le droit de pleurer, on a le droit de crier, de s'émouvoir. En tout cas, l'homme a sa palette d'émotions. Donc les textes vont faire appel à ça, vont faire appel à nos émotions. Donc oui, le texte va venir frapper les spectateurs, rentrer à l'intérieur du corps, brûler tout ce qui se passe à l'intérieur du corps, etc. Donc en fait quoi, nous bouger, nous émouvoir et pour se rendre compte qu'on est en vie, simplement. Dans le cadre de Monacologie, la Fondation Prince Albert II a souhaité présenter un documentaire australien sur la préservation des océans au grand public. Blue, c'est son nom, cherche à alerter sur les dangers que subissent au quotidien les espèces marines. Regardez ce reportage, il est présenté par Alexandra Pagny. Le film débute sur des images d'une plage paradisiaque, un plongeur au milieu d'un banc de poissons dans les eaux claires du Pacifique. Puis au bout de quelques secondes, le documentaire Blue rentre dans le vif du sujet. Extinction de masse, destruction des habitats et surpêche. Un cri d'alarme lancé au grand public qui a séduit la Fondation Prince Albert II de Monaco. C'est un film qui nous avait été proposé dans le cadre de la Semaine des océans et qui, pour des raisons matérielles, n'a pas pu être projeté à cette occasion. Et on s'est dit que le recoller à un événement tel que Monacologie, ça faisait sens, puisque Monacologie mobilise beaucoup les jeunes générations. Ça montre aussi, je crois, la sensibilité et l'intérêt qu'ont les générations, celles de demain, celles d'aujourd'hui et celles d'hier, sur ces thématiques, qui sont vraiment des thématiques dramatiques. On voit quotidiennement des nouvelles alarmantes sur la situation, la régression des espèces sur Terre, mais également sur les océans. Il y a cette image frappante qui a été utilisée, que le prince lui-même a mis en évidence sur le risque qu'il y a qu'en 2050, il y a davantage de tonnage de plastique dans les océans que de tonnage de poissons. Voilà, donc on pense que c'est, je dirais, une pièce qu'on apporte à une sensibilisation à un problème qui est vraiment très grave pour notre planète. Blue s'appuie sur des images prenantes comme le sort réservé aux requins victimes de la chasse aux ailerons. Mais à travers ces images chocs, le documentaire souhaite faire réagir le grand public et éveiller les consciences. C'est aussi délivrer un message d'espoir en se disant que si on est capable de réagir, il est encore temps effectivement d'éviter ces issues cataclysmiques avec ces disparitions d'espèces, avec cette submersion par le plastique. Donc c'est vrai, ça délivre un message qui est un message d'espoir pour autant qu'on fasse partager au plus grand nombre cette prise de conscience qu'il ne faut pas rester inactif, mais qu'il faut agir justement pour éviter que la situation ne continue à se dégrader. Blue est né après un constat alarmant qui affirme que la moitié de la vie marine sera perdue d'ici 2050 si l'on ne change pas notre manière de consommer. La réalisatrice Karina Holden souhaite adresser un message au grand public. Notre océan a été le gardien de la vie sur Terre. Aujourd'hui, c'est à nous d'être les gardiens des océans. Et pour cela, retrouvez les différentes actions que vous pouvez appliquer au quotidien sur le site internet du film bluethefilm.org. L'Assemblée générale annuelle de l'Association des résidences royales européennes vient de se tenir en principauté et c'est au sein du musée océanographique que les représentants des demeures souveraines se sont réunis. Alors pourquoi? La réponse dans ce reportage. Depuis 2001, les institutions en charge des plus prestigieux châteaux-musées d'Europe se sont rassemblées au sein de l'Association des résidences royales européennes. Travailler ensemble et échanger leurs connaissances et leurs expériences en matière de conservation et de mise en valeur du riche patrimoine culturel qui leur est confié.
Telle est la mission de cette association qui organise une fois par an son assemblée générale. Et cette dernière s'est tenue à Monaco. Et après avoir visité le palais princier et dévoilé une plaque prouvant que la demeure princière fait partie dorénavant du réseau des résidences royales, les représentants des demeures des souverains européens ont choisi de se réunir au musée océanographique. Je pense que c'est très intéressant de souligner que c'est Monaco, que c'est l'endroit où il y a encore un prince qui vit dans ce palais, qui a l'idée de faire vivre ce palais dans ce réseau. Je crois que ça n'est pas totalement anecdotique. Je crois que le fait que le prince le décide, ça veut dire la vitalité d'un réseau. Et ça veut dire qu'on n'est pas un ensemble de musées un peu confit dans la poussière, mais que nous vivons dans notre époque. Et c'est vrai que le palais que nous avons visité hier, par définition, il vit dans son époque. Et même si vous faites des travaux, et en ce moment de lourds travaux, eh bien en même temps, il faut continuer à le faire visiter, à le rendre accessible. Et nous avons exactement le même souci à Versailles, où il y a les mêmes questions à Schönbrunn. Et je trouve que c'est très intéressant de pouvoir montrer que partout dans l'Europe, les problématiques sont les mêmes, quel que soit notre niveau de développement dans l'histoire. Monaco, comme dans de nombreux domaines, peut être exemplaire malgré ses dimensions. Ils ont visité justement, je ne dis pas de fond en comble, mais presque le palais hier, et notamment le chantier de restauration des fresques. Et il a été jugé par des professionnels véritablement qui conservent des chefs-d'œuvre du patrimoine mondial comme tout à fait exemplaire. Et si besoin était, c'est une façon de changer justement aussi le regard sur Monaco et son palais. Il peut y avoir l'idée que beaucoup d'éléments du fait du renouvellement urbain permanent à Monaco, beaucoup d'éléments du patrimoine ont disparu. Là, je crois que de leur montrer que ce ne sont pas seulement des vestiges qu'il reste de la Renaissance au palais, mais que l'on a un ensemble cohérent qui est en train d'être mis au jour. Là encore, ça place Monaco tout à fait à sa place, à l'échelle des grands États, à l'échelle de l'Europe et du monde. Bénéficiaires du programme de mobilité professionnelle, les personnels de la bibliothèque du Palais Princier pourront prochainement bénéficier de l'expérience de la responsable de la bibliothèque du château de Versailles qui posera ses valises pour un temps en principauté d'ici quelques mois. Et comme l'an passé, le Palais Princier participera le 19 juillet prochain au Palace Day, une journée qui présentera le patrimoine monégasque. À l'approche de l'été, le centre hospitalier Princesse Grace propose un service de consultation aux voyageurs. Benjamin Delay nous en explique le principe. Afin de répondre à l'essor des voyages tropicaux et subtropicaux, le centre hospitalier Princesse Grace dispose d'un service de consultation et de conseil aux voyageurs. Une étape obligatoire pour les futurs touristes avant de s'aventurer sur de nouveaux continents. Et donc cette consultation, elle a pour but de leur donner des conseils, de leur prescrire éventuellement des médicaments, par exemple contre le paludisme, et puis aussi de les vacciner contre certaines pathologies qu'on peut rencontrer dans ces pays. Ce rendez-vous permet également d'alerter sur les dangers de chaque destination et de se renseigner car tous les pays ne nécessitent pas les mêmes vaccins. C'est pas pareil de partir dans un club de vacances et de partir sac à dos pendant 6 mois. On n'a pas les mêmes vaccinations, on n'a pas les mêmes expositions aux risques. Donc c'est très important de préciser au début de l'entretien quel va être le type de séjour. De la même façon, on a besoin de quelque chose de très précis en termes de destination. Il faut dire je pars en Thaïlande, mais où en Thaïlande? Parce que dans le nord, dans l'extrême nord de la Thaïlande, il peut y avoir du paludisme résistant, alors qu'il n'y en a pas du tout dans les îles du Sud. Si vous partez dans des pays à risque, vous pouvez prendre rendez-vous dans le service du docteur Keta Pers. Ouvert le mardi matin et le jeudi après-midi, il est situé au rez-de-chaussée du bâtiment Tamaris. En bref et en images. Monacologie, la semaine monégasque de sensibilisation à l'environnement sur le quai Antoine Ier. L'objectif de Monacologie est d'accueillir de ce mardi à vendredi le public de la Principauté et des villes frontalières pour les sensibiliser à l'environnement. Une trentaine d'acteurs économiques de Monaco organisent des ateliers pédagogiques.
À l'occasion de cette 15e édition, Monacologie a pour thème Monaco, ma ville durable. Près de 1300 élèves de la Principauté sont attendus pour visiter l'éco-village. Et vous le voyez sur ces images, le prince Albert II s'y est rendu également. Et du côté de l'espace Léo Ferré, les seigneurs de la Principauté ont célébré ce jeudi après-midi la fête de la musique en avance. Une manifestation dans la bonne humeur avec une tombola et un spectacle organisé par les femmes leaders mondiales Monaco. Vous l'attendez chaque année avec impatience. Le Festival de la télévision de Monte-Carlo ouvre enfin ses portes ce soir. Alors nous retrouvons tout de suite notre invité du week-end, qui n'est autre bien sûr que Laurent Pionce, l'organisateur de ce festival. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors vous vous sentez comment à quelques heures de l'ouverture du festival? Décontracté, hein, parce que tout le travail a été fait avant, a été fait en amont. Donc là aujourd'hui, il n'y a plus qu'à essayer de solutionner les derniers détails. Rien ne peut être fait de plus et de mieux que ce que l'on a fait pour la préparation de cette édition qui va être encore plus importante que la précédente. Alors une édition importante, les vedettes commencent à arriver petit à petit. Le grand invité de ce festival n'est autre que Michael Douglas. Ouais, Michael Douglas, oui, qui a accepté de venir donc, au festival pour recevoir donc, des mains de notre président d'honneur, donc le prince Albert II de Monaco, la nymphe de cristal, lors de la soirée de clôture du festival. Et les autres grands temps forts de ce festival? Il y en a beaucoup. Cette année, le programme de la manifestation est très chargé. On a donc un documentaire en avant-première mondiale, documentaire d'actualité, justement pour célébrer un petit peu les 50 ans de premier homme sur la Lune. On fêtera également donc, les 15 ans de Plus belle la vie. C'est un show très populaire qui marche très bien. C'est un choix stratégique car je rappelle que Plus belle la vie a été lancé donc, il y a 15 ans au festival de télévision. Donc ça semblait un petit peu normal de célébrer leur 15e anniversaire ici. On va aussi également projeter en avant-première donc la série de TF1, Le temps est assassin, avec le cast. Il y a énormément d'activités qui vont être dédiées au public tout au long de la manifestation. Je ne pourrais pas les citer parce que je vais sûrement en oublier. Mais il y a vraiment le contenu de la manifestation, chaque année il s'enrichit. Chaque année le festival prend une dimension plus importante et c'est un petit peu dans cette optique-là que nous travaillons avec mes équipes tout au long de l'année sur les différents événements d'ailleurs de Monaco Mediax. Alors vous avez parlé des séries françaises qui marchent fort, ouais. Également énormément cette année sur ce festival de séries américaines. Oui, ça c'est un petit peu comme chaque année, c'est vrai qu'on a une grosse confiance de la part des studios américains et aujourd'hui aussi des plateformes digitales puisque nous pouvons le dire avec satisfaction que nous accueillons sur le festival des plateformes digitales comme Amazon, Hulu, Netflix. Donc ça c'est un plus important. Mais c'est vrai que le festival est très très bien placé au niveau américain. Nous avons chaque année les séries les plus importantes américaines qui sont présentes au festival, soit par le biais de la compétition, soit en tant qu'invités tout au long de la manifestation. Ils viennent sur la manifestation pour promouvoir cette série, promouvoir les talents auprès des 200 et quelques médias que nous accueillons, mais également auprès du public. Alors comme je le disais précédemment, nous avons énormément d'événements qui sont dédiés au public. Chaque année, le festival se renouvelle. Ouais. Quelles sont les grandes nouveautés cette année? Alors, la grande nouveauté, je pourrais dire, c'est le Business Lounge qu'on a voulu lancer. Car comme je le disais auparavant, la compétition prend de l'ampleur chaque année. Et nous avons de plus en plus de producteurs, réalisateurs, donc de professionnels qui viennent dans le cadre de la compétition pour représenter et défendre leur programme. Donc il me semblait important, outre les soirées durant lesquelles, il est vrai que durant les soirées, on fait du business, mais ce n'est pas suffisant. Vous savez que le festival n'est pas un marché. Donc il était important pour moi de mettre en place avec mes équipes un lieu où tous ces professionnels pourraient se rencontrer et faire du business. Donc on a créé au Monte Carlo Bay le Business Lounge, en partenariat d'ailleurs avec Variety. Puis vous prenez soin également des fans et des nombreux spectateurs qui sont là avec la Fan Zone. Ouais. Ça continue cette année? Oui, la Fan Zone, on l'a lancée l'an dernier ou il y a 2 ans, je ne me souviens pas tellement vite. Et cette année, on continue, donc justement on se développe, parce que chaque fin d'édition on se remet en question. Et là justement on apporte encore des modifications et un plus aux fans, car je le rappelle, c'est quand même un de nos objectifs, c'était d'ouvrir le festival de plus en plus au public, car le public est un facteur de développement et de communication pour notre événement. Alors on va suivre sur Monaco Info les différents temps forts du festival. Avant de se quitter, est-ce qu'on peut vous demander qu'est-ce que vous regardez, Laurent Pionce, à la télévision comme série actuellement? Alors la dernière série que j'ai regardée, c'est La Menthe, avec Carole Bouquet. J'ai beaucoup aimé aussi, j'ai regardé il y a quelques temps, c'était Bodyguard. D'ailleurs, ils sont nommés dans la compétition. J'en ai oublié, j'en regarde. Et le problème, c'est que j'en regarde aussi en fonction un peu du temps et de mes aimes Sony aussi.
Merci beaucoup Laurent. C'est moi qui vous remercie. Alors quel temps fera-t-il durant ces 4 jours? La réponse tout de suite avec la météo. Samedi, des nuages le matin et des nuages l'après-midi également. Il fera de 18 à 22 degrés. Dimanche, le temps sera couvert avec quelques petites éclaircies, comptées de 16 à 23 degrés. Lundi, une amélioration, notamment l'après-midi, où les nuages laisseront leur place à un large soleil. Les températures varieront de 18 à 25 degrés. Et enfin, tout le reste de la semaine, que ce soit mardi, mercredi, jeudi et vendredi, le soleil sera largement prédominant. Il fera aux alentours de 19 à 26 degrés. Ce journal est à présent terminé. N'oubliez pas bien sûr de suivre sur Monaco Info les temps forts du Festival de la télévision de Monte-Carlo. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite. À très bientôt.